à tous. C'est l'actualité qui touche l'opposition depuis le week-end écoulé. Plusieurs activités de rencontres avec la base empêchées par les forces de l'ordre, que ce soit à Abou-Mekelavi ou à Waké. Le parti Les Démocrates a été très remonté contre l'action de la police républicaine. Nous en faisons un débat pour se demander si ce n'est pas le retour de vieux démons et l'usage de techniques vieilles et ringardes déphasées. Ce sera le deuxième sujet de nos moments débat. Le premier va porter sur l'opposition toujours. Le principal parti de l'opposition a annoncé qu'il s'organise actuellement pour se trouver un duo de candidats pour la présidentielle de 2026. Mais comment travaille-t-il seul? Pourrait-il se mobiliser avec d'autres, les autres forces de l'opposition notamment, et qui n'apprécient pas la gouvernance talent? Voilà les questions dont les réponses vont être au cœur de nos discussions. Ce sera dans une heure de temps environ. Ce matin, l'invité à tu matin, c'est Max Aurel Miguel Benotin. Il est acteur culturel et promoteur touristique. Avec lui, nous allons évoquer la contribution de la société civile à la mise en œuvre de projets de réalisation de développement touristique en vogue depuis 2016. Bienvenue à tous. Voici donc la une des journaux pour commencer ce matin. Et Fraternité qui propose manchette ce matin, élection consulaire à la CCIB à Nouakchott reconduit à l'unanimité. La liste complète des coordonnateurs de région économique du Bénin vous est proposée par le quotidien de Ménotem. Paysage éducatif AME, entre passion, opportunité du moment et défi plus en bas. J'espère que vous aurez la possibilité de lire avec moi. Domaines et immeubles impactés par le PAG, les personnes non dédommagées invitées à remplir les formalités, et puis développement du tourisme au Bénin. Le navire Seaborn accoste au Bénin avec plus de 400 touristes. On va passer à le matinal, eau potable pour tous, un combat presque gagné à Savet. Et puis matin libre, justice et droits fondamentaux. L'UJAB fait le procès de la rupture. Les avocats commis d'office impayés depuis 2020. Note le quotidien. Et puis interdiction de mitina à Abou-Mekelavi. Le parti LD et le maire se rejettent le tort. Fréjus Atinoglu explique ce que prévoit la loi. L'informateur. Fausse offre d'emploi, alerte et mise en garde du Sénine pour ceux qui se laissent piéger par les arnaqueurs. Et puis, cours constitutionnel, 23 dossiers examinés ce jeudi. La relève info. Guerre RDC-Rwanda, l'archevêque de Kinshasa dénonce le jeu double de la communauté internationale. Le chasseur info, 45e conseil confédéral de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, les résolutions sur la liberté et la qualité du dialogue social et puis, enseignement point 2, à l'ADA, le numérique change la donne et ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes maintenant avec le quotidien La Boussole. Dédommagement pour libération de sites de projets du PAG, les personnes concernées invitées à remplir les formalités requises. Dynamisme info, candidature des démocrates à la présidentielle de 2026. Rechercher les profils adéquats, même s'il faudra passer à l'externe. Et puis notre temps, le label barrage aller Ligue des Champions. Manchester City accueille Real Madrid ce soir à partir de 21h. Avis donc aux amoureux du football. Maillage des 34 zones sanitaires du Bénin pour la sécurité des patients. Le routier nous parle santé ce matin. Plus de 154 formés et missionnés. Et puis France, 125 millions de francs CFA volés à l'artiste malien Sidiki Diabaté lors de sa tournée. Voici le quotidien L'Observateur cours constitutionnel, 23 recours examinés. Jeudi prochain, le quotidien Le Matin, diplomatie économique, un nouveau paradigme. Le Bénin parmi les pays en avant-garde en Afrique. L'affiche du jour Bénin, la mouvance présidentielle face à l'incertitude de l'après-talon. Et voici
Fraternité pour la deuxième lecture, élection consulaire à la CCIB, Anoda Kakpo reconduit à l'unanimité, liste des coordonnateurs des régions économiques du Bénin et puis paysage éducatif, AME, entre passé opportunités du moment et défis, domaines et immeubles impactés par le PAG, les personnes non dédommagées, invitées à remplir les formalités et puis un dernier titre, développement du tourisme au Bénin, le navire Sibon accoste au Bénin avec plus de 400 touristes. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux pour en tout cas le peu qui nous est parvenu ce matin au siège de Canal 3 à Bénin, à Ménotest, quartier de Cotonou. On déroule donc Actu Matin, c'était donc l'acte numéro 1 de cette partie, notamment la deuxième, puisque la première a commencé depuis 6h30 avec quelques éléments que vous aviez pu suivre, dont justement le magazine sur le pâturage des bœufs. On va revoir cela vers la fin donc de cette deuxième partie que nous attendons ainsi. Après donc la une des journaux, voici l'acte 2, le bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Le volet social du programme d'action du gouvernement est en marche. 66 personnes en situation difficile dans le département de l'Ouémé ont reçu un appui financier du gouvernement béninois qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'on leur a apporté comme soutien? Élément de réponse tout à l'heure dans le bulletin. Et puis célébration des noces d'argent des fils et filles du village évêque de la commune de Kétou. Un moment festif mais aussi de bilan de ce quart de siècle de vie de cette initiative. Le journal de Florence Bossa vous propose justement les détails dans un instant. Voici le bulletin. Et nous allons directement dans le plateau pour prendre des nouvelles d'une commune, notamment celle de Semekboudji. On démarre donc par cette descente du maire Jonas Benameton et plusieurs membres de son conseil communal sur les chantiers de construction de routes Carrefour Semekboudji, Porto Novo, Ekpechonvi, Sekandi. C'est pour apporter des réponses aux inquiétudes de ces populations en ce qui concerne ces infrastructures. Reportage. Une inquiétude des populations liée à l'absence ou non de carrefour à Yagbe dans la commune de Djiregbé qui a fait descendre le maire et son conseil communal sur le chantier de construction de la route Sémé-Carrefour, pont de Porto Novo. Il s'agit d'un carrefour ou d'une amorce, monsieur l'ingénieur. Oui, il s'agit bel et bien d'un carrefour. L'aménagement qui est prévu permet d'aller dans toutes les directions. Voilà. Donc c'est bien et bien un carrefour qui est aménagé à partir d'ici. Donc si c'est un carrefour, je prends à témoin la délégation pour qu'au moment de la mise en service, que les populations puissent librement circuler et ne pas être obligées de faire de grands détours avant de prendre leur chemin. Voilà l'une des inquiétudes et des réclamations persistantes de la population. Nous sommes les grands bénéficiaires. Et l'architecte qui a permis de réaliser une telle œuvre, c'est le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et toute son équipe. Merci donc au chef de l'État. Autre préoccupation des populations de Semekboudji, c'est l'axe Ekpe-Tchonvi-Sekandi, dans les travaux de pavage et d'assainissement dans le cadre du projet PAVIC piétine depuis 4 ans, alors qu'ils étaient prévus pour durer 18 mois. Il y a des inquiétudes sur la qualité même du travail qui se fait parce que quand vous voyez les caniveaux à ciel ouvert, quand vous voyez les barres de fer qui jonchent ici et là et qui semblent abandonnées, vous avez de quoi vous interroger. Donc nous poussons pour que vraiment on ait le résultat. C'est après le résultat qu'on pourra certifier que tous les efforts ont été concluants. Si ce n'est pas le cas, je reste toujours sur la défensive, comme on le dit. Le projet PAVIC laissera-t-il à Semekboudji un éléphant blanc? Tout porte à le croire au regard des complications du chantier.
Tanguy vous l'annoncez à l'entame de cette session d'information, le processus de remise de secours nationaux aux bénéficiaires identifiés a démarré dans le département de l'Ouémé. Pour le lancement des remises, ce sont 66 bénéficiaires qui sont entrés en possession d'espèces sonnantes et trébuchantes. On retrouve à nouveau Emma Roulon. Elles sont 31 personnes indigentes, 24 personnes âgées et 11 personnes vivant avec le handicap des communes d'Adiara et d'Avrancourt à recevoir en espèces sonnantes et trébuchantes les secours nationaux au titre de l'année 2024. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés à la suite d'un processus qui implique plusieurs acteurs du niveau local, c'est-à-dire communal, jusqu'au niveau national. Ces secours contribuent beaucoup à l'amélioration des conditions de vie et des personnes en situation difficile bénéficiaires. Au terme du processus, pour le compte de l'année 2024, 357 bénéficiaires ont été retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé, soit 166 personnes indigentes, 134 personnes âgées et 58 personnes handicapées pour un montant global de 24 640 000 francs contre 17 600 000 francs CFA en 2020. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Je remercie aussi notre très cher président. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les personnes handicapées et personnes en situation difficile. L'enveloppe qu'ils nous ont remis ce matin afin que notre vie, notre situation de vie soit améliorée. Solange Jojo sera prochainement dans les autres communes de l'Ouémé pour satisfaire les autres bénéficiaires des secours nationaux. Dans le département du Zoo, quelques mois après la réorganisation et l'installation du comité de gestion des gares routières de Boycon, les acteurs font le bilan, profitant de la cérémonie de présentation entre les divers acteurs des espaces de transit de la commune. Alexis Bappé et son équipe ont présenté aux invités le point des actions menées par le comité afin d'assurer le bon fonctionnement des différentes gares. Le rendez-vous a aussi été l'occasion de recueillir les attentes des diverses catégories d'acteurs animant les lieux, puis prendre de nouvelles dispositions pour une meilleure collaboration. Y mettent Hélène Amousson et Georges Vaudounon. Un peu plus d'un an après son installation, l'équipe des responsables des gares routières de Boycon rend ici compte aux acteurs. Pour cette activité de réédition, ils étaient nombreux à répondre à l'appel de Alexis Bappé et des membres du comité. Vendeuses, conducteurs et autres, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Ça fait 2 ans qu'ils sont là et ils ont jugé bon de nous rendre compte de leurs actions, de leurs activités, tout ce qu'ils ont eu à faire pendant cette période. L'instant d'une demi-journée, les diverses actions menées ainsi que les résultats obtenus ont été exposés. Les difficultés rencontrées, de même que les attentes de chaque catégorie d'acteurs, ont aussi fait objet de débats. Je suis très content de voir que le combat que nous avons fait a porté ses fruits. Parce que ces acteurs ont compris aujourd'hui qu'ils sont quand même un maillon du secteur et de la chaîne de l'économie du Bénin. Et aujourd'hui, leur participation au niveau de la construction de la ville de Boycon n'est pas négligeable. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Je les encourage. Nous qui sommes leurs aînés, nous sommes là pour les orienter, pour les accompagner. Et j'ai pris l'engagement au nom du maire que le conseil communal soutient ces acteurs. Même s'ils ont des problèmes, n'importe quoi, des difficultés, il suffit que ça soit partagé et ensemble, on va trouver les solutions. Saluant l'engagement des uns et des autres à les accompagner pour l'atteinte des objectifs, Alexis Bappé et son équipe ont également pris de nouvelles dispositions en vue de la bonne marche des activités sur les différentes gares de la ville. Nous qui sommes utilisateurs des gares routières, que ce soit les émigrants, que ce soit les femmes, que ce soit nous-mêmes les conducteurs, il faut que nous restons ensemble et décider un jour où nous allons désormais fêter et que c'est la fête de la gare. Donc à l'unanimité, nous avons choisi toutes les 15 février. Dès que nous aurons fini de faire tout chose, on va aller rencontrer le premier autorité et on va lui suggérer la date qui a été arrêtée. Si vous faites un bon constat, à 100%, l'équipe est en place, c'est une émanation des syndicats. Quand aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de syndicats dans le milieu du transport,
c'est la preuve que le syndicat est bel et bien là. Grand moment d'échange et de partage, la séance a aussi été l'occasion pour les organisateurs de présenter les civilités aux divers acteurs des gares routières de Boycon. Comme veut, ces dirigeants souhaitent à leurs collaborateurs et autres une fructueuse année 2025 couronnée de réussite, la concrétisation de leurs plus grands rêves et surtout que l'unité de même que la fraternité prévalent dans chacun des espaces de transit de la commune. On retourne dans le département du Plateau sous la direction du maire Lucie Cessinou. Les fils et filles du village Ewe dans la commune de Kétou ont célébré le week-end écoulé la 25e édition de leur fête patronale. Il était question de réjouissance, mais aussi de bilan de ce quart de siècle de vie de cette initiative. Reportage. Grande mobilisation des fils et filles du village de Ewe dans la commune de Kétou pour la célébration de la fête patronale de ce village dénommé Ewehui. Les retrouvailles de cette année ont un cachet spécial car cela fait 25 ans de vie pour cette initiative. 2000-2025, il y a 25 ans que les fils et filles d'Ewe s'étaient réunis pour célébrer la première édition des festivités culturelles du village d'Ewe. Il est donc heureux de voir cette initiative se pérenniser dans le temps au regard des objectifs du développement fixés par la première édition. Il y a donc 25 ans, nos parents, nos aînés visionnaires ont initié cette célébration avec la volonté de préserver notre identité, de renforcer nos liens et de transmettre nos valeurs aux générations futures. Cette 25e édition de la fête patronale de Ewe n'a pas été qu'un moment de réjouissance. C'était aussi l'occasion de faire un point d'étape de ce quart de siècle et se projeter dans l'avenir. Il est donc indispensable de continuer à être les gardiens de notre patrimoine, à valoriser nos coutumes et à partager notre identité avec le monde. Car une culture qui se célèbre est une culture qui vit, qui s'épanouit et qui inspire les générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que nous pouvons relever tous ces défis, car d'une part, nous avons déjà tracé la voie à suivre et d'autre part, nous possédons les atouts nécessaires pour y parvenir. Une fête de fraternité et non-vivant qui nous permet de se connaître et de se revoir en famille. Diverses animations culturelles, partage de mets, sorties de la pure tradition Ewe ont agrémenté cette journée de retrouvailles des fils et filles d'Ewe qui se donnent rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Tanguy, on va finir l'acte 2 d'actu matin de ce jour par cette citation qui dit ceci. En cas de chute, l'un relève l'autre, mais tant pis pour l'isolé qui tombe sans personne pour le relever. Pour dire tout simplement, dans la vie, on doit s'entraider et qu'on a besoin d'un tout petit que ce soit. Absolument, on a besoin d'un plus petit que soi. Merci beaucoup à vous Florence pour ça, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée Tanguy. Mesdames et messieurs, de la journée, vous avez des rendez-vous pour vous informer tout au long donc de cette journée du mardi. Vous avez les éditions de 13h et de 19h30 comme celle de 22h30. Ce sont les grandes éditions de la journée. Entre-temps, pour les petits rendez-vous, regardez votre horloge et calez-vous à 11h et à 16h devant Canal 3 Bénin. Voici l'actualité des sports. Bonjour Gani. Tanguy, bonjour. Nous sommes mardi sur Actu Matin. Justement, quand on est mardi, la rubrique sport sur cette émission réserve un document intitulé Document de la semaine. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez prévu? Et ce mardi, Tanguy, le document de la semaine s'intéresse au parcours de l'équipe qui a terminé leader de la poule A au thème de la phase allée du championnat national féminin de première division, justement, du Bénin. Club
qui ne jouait pas forcément les premiers rôles du championnat national féminin les années écoulées, mais qui cette saison est venu pour bousculer la hiérarchie habituellement observée. Oui, absolument. Il s'agit de Naja Football Club qui reçoit ses matchs, notamment à Djefa. Djefa, c'était la sortie de Cotonou vers Semekboudi. L'équipe a terminé la première partie de la saison, donc en tête de poule, notamment la A avec, s'il vous plaît, 20 points au compteur. On va suivre ce document que vous aviez réalisé à ce propos. Plus question d'hégémonie en tête du championnat national de première division féminine depuis plusieurs années au Bénin. Désormais, presque toutes les équipes veulent jouer les premiers rôles avec comme ambition finir équipe championne au terme de la saison. L'exemple de l'équipe de Nadia Football Club venue cette saison pour bousculer le peloton de tête. Comme pour voyager loin, il faut ménager sa monture. Nadia Football Club a d'abord renforcé son écurie avec de nouvelles recrues, dont l'attaquante nigériane Glory Ugogo, en provenance de Doquins du Nigeria, et Doum Grass, milieu de terrain en provenance de Naija Ratel FC. De nouvelles têtes qui viennent étoffer l'effectif pour porter l'équipe vers ses ambitions. Pour son entrée en lice, le club reçoit dans son entre à Djefa Dynamic FC d'Abomey-Calavi pour le compte de la première journée. Une entrée réussie pour les Bleus qui s'offrent une victoire 2-0 devant leurs adversaires. La nouvelle recrue, Glory Ugogo, participe d'ailleurs à cette performance avec son but inscrit à la 12e minute. Après cette performance d'entrée à domicile, les Nadia vont effectuer 2 différents déplacements au cours des 2e et 3e journées. Des sorties toutes aussi fructueuses, marquées par des victoires de score identiques respectivement devant Cephos et Aigle Royal. Résultat à l'arrivée, 2-0. Score fétiche pour le club, doit-on dire, face à bon nombre de ses adversaires. De toute façon, au cours de la 4e journée, l'équipe championne en titre, Ainovi FC, en a aussi fait les frais. À domicile, Olivia Aono et ses coéquipiers s'offrent une 4e victoire consécutive en autant de matchs face aux tenantes du titre. Un résultat qui maintient Nadia Football Club, leader de la poule A, après les 4 premières journées. Le club enregistre son premier coup d'arrêt de cette saison au cours de la 5e journée devant Sam Nelly à domicile. Face aux championnes du Bénin, saison 2022-2023, les Bleus n'ont pu enchaîner avec un 5e succès consécutif 3 jours après la Noël. Devant les Rouges et Blancs, l'adversité était assez relevée. D'ailleurs, sont dominés à la pause 1-0 avant de rétablir la parité 3 minutes après le retour des vestiaires sur penalty. Score final, un but partout leur permettant de clôturer l'année 2024 sans le moindre échec. Le premier match de Nadia Football Club au retour de la pause, c'est un déplacement sur Calavi pour défier Asaba Football Academy. Dans un match comptant pour la 6e journée de la phase zonale dans la poule A, les visiteurs s'imposent par un score de 2-0. Après 6 différents matchs sans défaite, Nadia va enregistrer son premier revers de la saison. Au cours de la 7e journée, Tambou FC d'Adjara met fin à la série d'invincibilité du club basé à Djefa. Sur leurs propres installations, les Bleus ont été dominés par les visiteuses au bout d'un score de 3-1.
Un premier échec, l'unique d'ailleurs enregistré par le club au cours de cette phase aller, qui a permis à Jérôme Dekou et ses filles de se remettre en question et corriger certaines failles. Cette défaite nous a fait vraiment mal, mais comme nous sommes dans le football, vous savez, c'est des moments qui arrivent. Peut-être qu'on a sous-estimé l'équipe, mais le jour-là, on n'avait pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match. Et les erreurs individuelles répétées nous ont permis de donner les buts qu'il ne fallait pas, les passes dans l'as, tout ça là. Donc le jour-là, je l'avais dit, j'ai méconnu mon équipe, mais voilà, c'est le football, c'est la compétition, il faut accepter et continuer. Au cours de la 8e journée, Nadia va renouer avec la victoire contre l'AS UMSA par un score de 2-1, avant de finir la phase aller avec un nul, d'un but partout devant Espoir FC de Cotonou. Nous avons réussi à faire asseoir un groupe bien soudé. Les filles vivent bien motivées et prêtes à donner un résultat beaucoup plus meilleur que la saison dernière. C'est le travail de toute une équipe qui a appris de ses erreurs les saisons antérieures et qui s'est levée tôt cette saison. Et je pense que c'est le moment de remercier le bureau de l'AS Nadia, le bureau dirigé par M. Massima Agbessi, qui a mis les moyens afin que nous puissions faire une pré-saison digne du nom. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le résultat que vous constatez aujourd'hui. La mission de Nadia pour la suite de la compétition, d'abord, c'est de finir les phases de groupe à la tête avant de voir ce qui peut se passer éventuellement en finale. Et comment comptez-vous y arriver? Oui, nous allons utiliser le mercato pour se renforcer parce qu'il faut noter que nous avons eu des cas de blessures, notamment la meilleure buteuse de la saison dernière qui n'a pas du tout joué. Donc son absence a joué aussi sur le plan offensif. Donc c'est une occasion pour nous de nous renforcer afin de faire une phase retour beaucoup plus meilleure que la phase aller. Nadia Football Club termine ainsi la première partie de la saison en tête de la poule A avec 6 victoires, 2 nuls et une défaite en 9 matchs disputés pour un total de 20 points au compteur. Donc, cette belle équipe, je dois dire, de Nadia, qui quand même fait des merveilles. Avec cette buteuse-là, elle a pas une forme d'athlète ou d'attaquante, mais dis donc, ça rappellerait certainement, c'était Rachidi Yakini, avec une forme un peu plus lourde, mais très virevoltant, percutant devant le but adverse. En tout cas, c'était très intéressant. Évidemment, le club de Nadia qui termine leader de la poule au thème de cette première partie de la saison. La deuxième partie de la saison s'annonce bien entendu dans quelques semaines. Les différentes équipes, sinon les 18 au total qui sont engagées cette saison, ont donc une pause de quelques semaines. On change maintenant de sujet. Le mouvement sportif béninois était en assemblée générale élective ce week-end pour l'installation d'un nouveau bureau à la tête du CNOSPEN pour les 4 prochaines années. Une assise générale au cours de laquelle les différentes fédérations sportives du Bénin à travers leurs représentants ont une fois de plus renouvelé leur confiance au président du bureau qui est au terme de son mandat. Julien Milan-Voix, seul candidat à sa propre succession, a réuni 28 voix sur 28 suffrages exprimés et brigue ainsi un nouveau mandat, puis reste locataire de la présidence du Comité national olympique et sportif béninois pour les 4 prochaines années. Il aura à diriger une équipe de 10 membres. Au total, une équipe presque identique à celle précédente avec la réélection de Fernando Ressou qui revient également en tant que secrétaire général. On va suivre ici le président réélu du CNOSPEN, Julien Milan-Voix, qui revient sur les chantiers de son nouveau mandat. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédération devant les tribunaux ordinaires. Nous faisons des pieds et mains au niveau du comité olympique
pour que tous les problèmes et tous les litiges qui peuvent intervenir parce qu'il s'agit d'œuvres humaines puissent trouver leur solution à l'intérieur du mouvement sportif. Il faut absolument qu'il y ait un autre chantier qui soit ouvert, qui porte vers la recherche de ressources additionnelles pour que les fédérations puissent aller plus loin dans leurs investigations. Aller en aide pour les fédérations dans la mesure de nos possibilités, c'est un chantier ouvert. Je dois dire au passage qu'il ne s'agit pas que d'intervenir au profit des fédérations sur la base d'un avoir ou de ressources financières propres au Comité national olympique. Le Comité national olympique est une organisation non gouvernementale, mais à but non lucratif. Mais nous nous arrangeons pour avoir des accords avec nos partenaires, dont le principal est le Comité international olympique avec sa structure appelée la solidarité olympique. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de l'Assemblée générale élective justement du Sénos Ben Tanguy. On va dire un mot justement sur les matchs de barrage justement. C'est la semaine UEFA Champions League, les matchs de barrage, les matchs allés justement vont d'ailleurs prendre leur envol ce mardi. 4 différentes rencontres sont prévues. Le Stade Brestois, un nouveau venu dans la compétition des filles, le Paris Saint-Germain. Manchester City sera face à l'équipe du Real de Madrid. La Juventus de Turin, la vieille dame, sera face à l'équipe du PSV Eindhoven. Et puis le Sporting Club de Portugal va défier le Borussia Dortmund. Pour ces 4 différentes rencontres, qui voyez-vous déjà prendre les premiers rôles? Le Real, par exemple, qui a quand même quelques explications à faire avec Manchester City. Ça va être en Angleterre. Il faut dire que le club anglais a un très grande forme. On ne peut pas parier beaucoup de choses sur lui, même si il a eu quelques victoires récemment qui l'ont remonté le moral. Mais en Champions League, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. On verra bien ce que les poulains de Pep Guardiola pourront faire. Mais il faut être assez surpris par la position de certains clubs, dont on connaît quand même le grand niveau et l'histoire et le parcours. La vieille dame, par exemple, Paris Saint-Germain qui doit jouer encore les barrages, le Bayern de Munich, Dortmund aussi qui doit jouer aussi les barrages. C'est assez surprenant. Mais bon, écoutez, la roue tourne. Évidemment, la roue tourne. Le duel français, ça vous dit quoi? Brest, PSG, bon, c'est tellement que le PSG va y arriver, étant donné que d'ailleurs, c'est le club qui règne sur le championnat français. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas match à ce niveau. La vieille dame qui affronte le PSV Eindhoven. La vieille dame par favorite, en tout cas à mon sens, d'abord par sa longue et riche expérience, mais aussi et surtout, mettons sa relative solidité défensive. En tout cas, c'est une tradition là-bas en Italie. On espère, chers téléspectateurs, prenez ces 4 différents rendez-vous: Brest, PSG, Manchester City, Real Madrid, Juventus, PSV Eindhoven et puis Sporting Club du Portugal, Borussia Dortmund. Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin et revenir demain faire le point de ces 4 différentes rencontres et donner les 4 matchs qui seront programmés pour la journée du mercredi. Merci beaucoup, Candide. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À demain. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici notre invité. C'est au début de cette émission. Mon invité ce matin, c'est Max Aurel Miguel Benotin. Monsieur Benotin, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes acteur culturel et promoteur touristique. Avec vous, nous allons évoquer un peu la contribution de la société civile et le secteur privé à la mise en œuvre et à la réalisation des projections de développement touristique en vogue depuis 2016, parce qu'il y a un nouveau cap justement depuis 2016 au Bénin. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. Vous êtes acteur culturel, comme je le disais, opérateur culturel et touristique aussi. Comment appréciez-vous un peu la politique actuelle de développement du tourisme au Bénin? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et c'est un honneur pour moi.
Bon, le Bénin actuellement fait d'énormes progrès en matière de développement touristique. Ok. Bon, la belle preuve, nous avons été classés par le prestigieux média AFA parmi les 25 destinations à visiter en 2025. On se dit un plus. Ce progrès s'explique par l'intérêt de l'État, l'intérêt accru de l'État à la mise en valeur du patrimoine culturel béninois. Bah c'est très vite parti, doit-on dire, parce que au début, on n'était pas à ce niveau. En tout cas, en 2016, on n'était pas à ce niveau. Effectivement. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique fondamentalement qu'on ait avancé? Bon, l'intérêt de l'État, surtout, pour le développement. Bon, l'État a su voir l'importance de la culture, disons, et la richesse que contient cela. Donc, c'est cela qui nous a plus ou moins permis de booster notre niveau. Avant l'intervention énergique de l'État, on avait l'impression que le secteur ne vivait même pas. Je ne sais pas si je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Ben, la faute peut-être sûrement à une société civile, surtout à un entrepreneuriat très peu engagé. Pourquoi c'était si difficile comme ça de s'investir avant? D'abord, avant l'intervention de l'État, on dira qu'il y avait un manque de politique claire. Un manque de politique claire et un manque de structuration aussi. Bon, c'était ça qui pénalisait un peu le secteur touristique du Bénin, puisque bon, à cause d'un manque de stratégie claire et de développement solide, et certaines initiatives privées et communautaires ont eu à manquer de financement ou de soutien gouvernemental. Ce qui peut... Oui, mais la société civile, c'est quand même une force qui doit, ma foi, imprimer aussi le rythme à l'État. Si l'État ne voit pas, le secteur privé peut montrer. Oui. Mais on a l'impression que le secteur privé, il est resté dans son coin à attendre des financements. Bon, dans chaque domaine, il faudrait que quelqu'un se mette d'abord sur le cap, que quelqu'un essaie d'ouvrir le chemin. Là, maintenant, nous avons l'État qui a commencé. Bon, on espère juste que le secteur privé va essayer de suivre la bonne marche. La création d'événements et de circuits de promotion touristique n'était pas très prononcée. Hein. Pourquoi? Et pourtant, ce n'est pas les éléments qui manquent, en tout cas au Bénin, pour créer des circuits touristiques, pour créer des événements touristiques. Pourquoi très peu de jeunes s'engagent justement dans ce domaine? Bon, s'impliquer dans le secteur touristique nécessite d'abord un investissement en temps et en revenus. Bon, ce qui effraie souvent la jeunesse. C'est souvent la jeunesse, surtout en revenu, puisque écrire un projet, ça suit beaucoup d'étapes en fait. Écrire un projet, suivre le projet jusqu'à l'étape d'évaluation, c'est un peu plus complexe en termes de revenus surtout. Parce que les jeunes ont souvent, en tout cas, voulu commencer grand, alors qu'il faut commencer petit. Est-ce que ce n'est pas le problème? Il y a ça aussi, commencer petit. Par exemple, nous maintenant, je suis promoteur de Tourisme, qui est une structure qui fait dans l'organisation d'événements culturels et dans l'organisation de sorties touristiques. Bon, j'ai commencé peu. J'ai commencé avec de petits revenus. Bon, je ne me plains pas. Quelle est la pertinence d'un événement aussi majeur comme les Vodun Days, par exemple? Pour vous, acteurs du privé. Les Vodun Days apparaissent comme une vitrine exceptionnelle pour valoriser nos traditions. C'est comme une vitrine entre notre tradition et le monde extérieur. Oui, mais pour vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que ça vous apporte en vrai? Bon, ça permet de faire connaître le pays en termes de tourisme. Quand les visiteurs viennent, et ça nous aide, nous touristes, à les aider avec les visites guidées et autres. Et ça permet aussi de briser les stéréotypes autour du culte vaudou. Et tout ça rend visible le pays. Et cette année maintenant, nous avons eu près de 400 000 visites, 400 000 participants au Vodun Days. C'est un plus pour le pays à l'échelle internationale, bien sûr. Mais on a eu l'impression que l'État était très très présent, beaucoup plus acteur qu'arbitre, alors qu'en réalité, dans ces genres de domaines et pour le développement, l'État doit être arbitre. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Bon, d'abord, il faudrait notifier que l'État a joué un rôle pertinent d'abord, puisque c'est l'État qui a eu à financer tout le projet. Il a eu à soutenir le projet, financer le projet. Ça, c'est d'abord un plus d'abord. Bon, aussi, il faudrait d'abord reconnaître qu'avant l'implication de l'État, le secteur n'était pas encore à cette étape. Il y avait des manques de structuration, des manques d'initiative et autres. Mais on vient de voir que depuis l'implication de l'État, il y a un petit avancé. Donc le mieux est de laisser d'abord l'État commencer. Mais après, on va penser à une coalition entre public et privé. Je crois que cette dynamique a déjà été mise en place puisque nous avons le comité des rites vaudou qui est constitué que de professionnels du domaine culturel et touristique. Et qu'est-ce que les acteurs du privé peuvent faire fondamentalement pour
je ne vais pas dire récupérer, mais permettre à ce que justement les Voudundis ne soient plus comme quelque chose de l'État, où l'État met beaucoup d'argent, alors que le tourisme doit générer justement des ressources par lui-même et pour lui-même. Bon, je peux dire qu'ils peuvent essayer de suivre aussi la logique de l'État. En quel sens? Bon, les Voudundis apparaissent aujourd'hui comme un grand source économiques, source de revenus économiques. Bon, si par exemple maintenant ils essaient de mettre en place des stratégies afin de permettre le guidage des touristes quand ils seront au pays, ça pourra aussi les aider en quelque sorte. Mais l'État met beaucoup d'argent et malgré ça, il y a toujours des plaintes. Les acteurs du privé ne sont jamais fatigués de se plaindre. Bon, d'abord, pour structurer un secteur aussi vaste comme le touriste, bon, ça nécessite beaucoup d'investissement d'abord. En termes de revenus, ça nécessite beaucoup d'investissement. Bon, tout le monde ne peut pas être satisfait aussi. Pourquoi? Tout le monde peut être satisfait de ce que fait l'État, chacun avec son point de vue et sa perception. Donc, ce qu'on peut dire, c'est juste que, bon, au fil du temps, le privé ou les personnes, les acteurs de promotion vont essayer de s'adapter à la nouvelle politique. Mais c'est bien de créer des événements, hein, mais c'est surtout mieux de mobiliser les consommateurs. Est-ce que les Béninois aiment leur culture vraiment? Les Béninois aiment leur culture. Ah bon? Oui. Non, mais ils n'ont pas encore pris conscience de la richesse de ce dernier, de la culture, de ce dernier du moins. Ils n'ont pas encore eu conscience de la richesse et de la culture. Bon, et c'est plus ou moins en ça que le tourisme intervient en fait. Le tourisme intervient et pour aider surtout la jeunesse béninoise à prendre conscience de cette richesse. Justement, j'allais vous accuser pour dire que c'est à cause de vous. Peut-être que les Béninois n'aiment pas leur culture suffisamment ou qu'ils ne comprennent pas les enjeux justement de la promotion de leur culture. Pour une question de système, le système a déjà été mis en place au fil du temps. Et le reste se fera. Quelle politique avez-vous à votre niveau, à vous, pour booster un peu l'intérêt du public pour la culture et le tourisme surtout? On n'a pas, en tout cas, l'habitude chez nous d'aller voir, d'aller regarder. Et donc, il faut forcément que quelque chose nous fasse bouger. Oui, justement. Bon, par exemple, de notre côté à nous, en ce qui concerne d'abord, je vais parler d'abord de l'organisation de nos sorties touristiques. Je vais parler d'abord de ça. Nos sorties touristiques, ça allie d'abord découverte et divertissement. Découverte et divertissement. Par exemple, notre deuxième édition, qui a été faite à Ouida, ça a eu attiré près de 47 participants, point de début. 47 participants, on a eu à faire des visites guidées de sites. On a été visiter le Roc Barcelone. On a eu un jeu concours Épelle-moi où on a eu à primer les meilleurs. Les meilleurs ont été primés par des lots. Ah oui? Oui. On a eu aussi à faire une animation du culte vaudou, du coup des goûts, spécialement. Bon, c'est tu qui a... Vous avez initié les touristes et les enfants, c'est ça? Non. On a eu à faire une petite animation. Okay. Il y a eu des danses, des explications autour du culte vaudou, ce qui intéresse un peu plus la jeunesse en fait. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de trouver des activités pour plus intéresser la jeunesse. Par exemple, notre troisième édition qui se prépare maintenant en mars, le 29 mars, nous comptons visiter la ville d'Abomey. Parmi les visiteurs, nous avons pensé à une animation qui se fera par la cour royale. Au palais du roi, de l'actuel roi de Béanzin à Djimé. Donc c'est des trucs qui intéressent la jeunesse et ils vont... Moi j'ai l'impression que les acteurs et les promoteurs touristiques ne créent pas eux-mêmes, je dois dire, les circuits et les valeurs, alors qu'il y a des éléments, comme je l'ai dit, qui parsèment le Bénin. Quand on veut faire visiter le Bénin à des gens, soit on va à Ouida pour voir le temple de Python, ou bien la forêt sacrée de Passé, ou bien on va à Abomey voir les palais royaux, ou bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il reste encore. Et ça s'arrête là. Il faut créer, il faut innover pour permettre à ce que les gens ne voient pas les mêmes choses. Non? Oui, justement. Bon, c'est dans cette rubrique... Une chose de visiter à Ouida, à visiter à Abomey, mais ce sont les activités qu'on y imprègne. On peut visiter, vous pouvez visiter maintenant à Ouida, je peux aussi visiter Ouida, mais bon, ce ne sera pas de la même manière. Cela dû à l'activité qu'ils vont mettre en jeu. Il suffit juste d'innover, d'apporter une touche personnelle. Par exemple, nous maintenant, si on part maintenant dans une ville, on essaie de voir ce qui est l'activité qui est un peu en avant, original dans cette localité. Dans cette qualité. Par exemple, à Ouida, maintenant, nous avons le culte des goûts. À Abomey, maintenant, nous avons les danses. C'est plus à nous ce que nous on essaie d'apporter. Et aussi les jeux concours. De cette édition, maintenant, pour les jeux concours qu'on veut organiser, on veut primer les trois premiers
le prix de la sortie est à 10 000 francs. Le premier gagne, le premier qui gagne le jeu. Le premier gagne d'abord le premier au jeu concours. C'est un jeu, bon, on a dit bon, plus ou moins génie en herbe. Ok. Génie en herbe. Et ça va porter sur quoi? Sur la géographie française? Culture. Ah d'accord, la culture béninoise au moins. Alléluia. Parce que on a vu quand même des jeux s'organiser sur des réalités venues d'ailleurs. On nous apprend à Napoléon Bonaparte et puis la Révolution française, etc. La bagarre à faire, c'est de réussir déjà à amener les gens à se décider à quitter chez eux. Mais il y a que les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle difficile contre vous, d'ailleurs parce que les médias nous présentent quand même d'autres réalités, d'autres pays et qui sont plus intéressantes que les nôtres. C'est une guerre de communication. Comment est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir? D'abord, une chose est de suivre sur la télévision ou à travers notre téléphone portable. La réalité est de vivre ça. Quand on vit ça, c'est un peu plus intéressant. Bon, moi, bon. Sur ce point, je saurais quoi dire vraiment, mais bon, la réalité, c'est le vécu. Si on un enfant, par exemple, je parie que c'est votre cas aussi. Un enfant à qui on va proposer entre visiter Ouida et visiter Washington, j'imagine que son choix est fait. Comme vous d'ailleurs, votre choix aussi est fait. D'abord, c'est une question de passion, en fait. Ah oui? Quand tu aimes ta culture, tu ne peux que d'abord te plier à ça. Parce que tu ne vis que de ça en vrai. Alors, quel travail vous devrez faire à ce niveau, justement, pour faire changer de paradigme? D'abord, c'est une question de système. Bon, selon moi, mon souci, en fait, c'est d'arriver à attirer l'attention de la jeunesse, en fait. Puis bon, si la jeunesse s'intéresse plus ou moins à la culture béninoise, ils seront des ambassadeurs. Des ambassadeurs au développement du tourisme à l'échelle internationale. Donc, ce qui a lieu de faire maintenant, c'est d'arriver à attirer l'attention de la jeunesse, aussi des gens, des petits-enfants. Puis aussi, les petits-enfants arrivent à s'intéresser d'abord à leur culture, ce qui fera que, bon, au fil des années, on aura plus de jeunes qui seront fiers de la culture et plus intéressés par ça. Comment entrevoyez-vous l'avenir du tourisme au Bénin? De nouveaux joueurs arrivent, des belles joueurs surtout arrivent. Gardez espoir. Je garde espoir. Mars, Aurel, Miguel Benotin, un mot pour finir. Bon, je vous dis d'abord merci. Et je vais aussi inciter la population béninoise à plus s'imprégner de sa culture et arriver à voir la pertinence de la culture et la richesse qui s'y trouve. Et j'invite tout le monde aussi à participer à Touriste Tout. Je vais profiter pour laisser mon numéro car il y aura des on verra bien avec le numéro après. Merci d'être passé sur mon plateau, M. Benotin. Je rappelle que vous êtes acteur culturel et promoteur touristique. On a discuté avec vous de la contribution de la société civile et surtout du secteur privé à la promotion du tourisme au Bénin avec surtout cette nouvelle politique en vogue depuis 2016. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, de la suite d'actu matin, vous aurez, faut-il rappeler, le magazine sur le pâturage des bêtes, notamment avec les bœufs. Nous allons faire le déplacement, notamment dans la commune d'Adjong, pour découvrir un peu comment ça se passe. Mais avant cela, on parlera santé avec Esther. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Autrefois appelée MST, maladie sexuellement transmissible. Aujourd'hui IST, infection sexuellement transmissible. Elles sont des infections dues à des bactéries, virus et parasites et transmises par voie sexuelle. Les plus courants sont l'herpès, la syphilis, la candidiose, l'infection due au papillomavirus, je suis arrivé, la gonococcie, en tout cas plein de trucs. Ces infections ne sont pas sans répercussions, Esther, sur la santé. Nous en parlons ce matin donc avec votre invité, Dr Adjaki Dieng, médecin spécialiste en santé publique. Dr Adjaki Dieng, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes par ailleurs chef service prévention VIH au PSLS. C'est quoi le PSLS? Le PSLS, c'est le programme santé de lutte contre le sida. Santé de lutte contre le sida parce qu'il y a un volet communautaire et nous, on s'occupe du volet santé. C'est pour cela, programme santé de lutte contre le sida. Merci en tout cas d'être venu sur l'Actu Matin, Esther. Vous parlez donc d'IST ce matin. Oui, je rappelle que le mois de février, j'ai choisi de parler de la santé sexuelle et reproductive. Donc, dans ce cas, nous parlons aujourd'hui. Mardi passé, on a parlé des pilules du lendemain. Aujourd'hui, on parle des IST.
Et nous sommes avec Dr Djakidje. Dr Djakidje, dites-nous déjà, c'est quoi les causes des IST? Merci Madame la journaliste, je salue tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment. Avant donc de parler donc des causes, je voudrais revenir un peu sur l'introduction de tout à l'heure. Avant on parlait de MST, maintenant pas de IST, donc je voudrais revenir un peu sur les définitions. Quand on parle d'infection sexuellement transmissible, c'est qu'il y a présence, comme l'a dit M. Tanguy, de bactéries, de virus, de parasites, de champignons dans l'organisme, et ça par l'intermédiaire donc des rapports sexuels. Et quand on parle d'infection, c'est qu'il peut y avoir des signes comme il peut ne pas avoir de signes. Imaginez, je suis dans ce studio, j'ai la tête sur la table tout le temps, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Le docteur est sûrement malade. Donc quand il y a des signes, on parle de MST. D'accord. Et il faut faire aussi la différence avec les infections du tractus génital. Là, ce sont des infections qui attaquent les organes génitaux, la prostate, les testicules chez l'homme, les ovaires et autres chez la femme, le vagin et autres chez la femme. Mais il n'y a pas forcément, il y a tout ce qu'on vient de citer comme microbes, mais il n'y a pas forcément contact sexuel. Donc il faudrait qu'on fasse la différence déjà entre IST, MST et les infections du tractus génital. Voilà. Alors, les causes alors les causes des infections. Des infections sexuellement transmissibles, on l'a déjà dit, quand il y a infection, c'est qu'il y a des microbes, c'est qu'il y a des bactéries, c'est qu'il y a des virus, c'est qu'il y a des champignons, c'est qu'il y a des parasites. Et comment est-ce que ça entre dans l'organisme? Pour que ces microbes rentrent dans l'organisme, il faudrait un contact sexuel. Ces contacts sexuels, ça peut être homo ou hétérosexuel, anaux ou vaginaux ou oraux. Ça peut être lors donc des contacts entre la peau et la muqueuse, dans le cas donc des épaisses, lors donc des contacts avec certains fluides biologiques, le sang, le sperme et les sécrétions vaginales, et ça peut même être lors donc il peut y avoir même des transmissions de la mère à l'enfant. C'est le cas donc de la gonorrhée néonatale. Alors, quels sont les symptômes, les signes annonciateurs d'une infection sexuellement transmissible? Les signes annonciateurs, dans un premier temps, il peut y avoir des prurites, un simple prurite. Parfois, il y a des signes qui sont même frustrants. C'est juste de petits picotements qu'on ressent chez l'homme après la miction et peut-être de petites taches au niveau donc des sous-vêtements. Ça peut être frustre comme ça peut être vraiment intense. On peut avoir des écoulements anormaux. On sait ce qu'on peut avoir comme écoulement chez l'homme et chez la femme de façon physiologique. Donc il peut y avoir donc de ces écoulements anormaux. Il peut y avoir des lésions, des plaies qui s'installent. Ce n'est pas que vous êtes blessé avec un matériel tranchant. Il peut y avoir des douleurs, juste des simples douleurs au niveau donc du bas-ventre. Ça pourrait, ou bien il peut y avoir donc des excroissances qui poussent. Donc voilà un peu quelques signes qui peuvent vous faire penser donc à une infection sexuellement transmissible. En parlant tout à l'heure des causes, vous avez parlé de contact simple de la peau. Ça veut dire qu'un rapport sexuel protégé peut également être source d'IST? Merci beaucoup madame. Ça peut être source d'IST. Il y a beaucoup de gens qui, surtout au niveau de la jeunesse, qui pensent que, bon, avant donc de pénétrer, je mets le préservatif, mais avant, on pourrait faire des attouchements. On peut faire des attouchements, on peut faire, pendant les préliminaires, je voudrais dire, on peut bien s'infecter. On peut bien avoir une IST, vous avez votre IST, et après, vous portez le préservatif. Et c'est ça ce qui fait donc le drame dans cette histoire, c'est que, et je le disais tantôt, les IST peuvent être sans signe. Donc la personne est là, apparemment en bonne santé, et là vous y allez et vous prenez des risques pendant les préliminaires ou bien donc pendant la pénétration. D'accord. Et quelles sont les conséquences directes de ces infections-là? Les conséquences directes, d'abord sur le patient tout de suite qui est infecté. Tout de suite, il n'est pas à l'aise. Partout il est, par exemple, quand ça brûle,
Oui. Alors, quand, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la gonococcie, ça brûle. Lorsque la personne urine, vous pouvez l'entendre. Lorsqu'il est à côté, vous pouvez l'entendre crier parce que ça brûle. Ah ouais. C'est pour cela que les gens appellent ça en temps chaude pisse. Et vulgairement dit sopisse. Ah, okay. Voilà, parce que ça brûle vraiment. Donc ça, c'est l'inconfort. Il y a déjà l'inconfort. Et à long terme, on peut avoir un problème au niveau donc de la conception. Surtout lorsque vous êtes jeune, vous avez des infections sexuellement transmissibles. Et que bon, vous n'allez pas voir un spécialiste qui doit vous soigner correctement. Vous faites de l'automédication. Au moment donc de la procréation, il peut y avoir donc des problèmes de procréation, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et surtout, il y a une IST qui crée vraiment... Ces signes sont très frustrants. Je veux parler de la chlamydiose. C'est frustrant. La femme peut même ne pas savoir. Et au moment de la procréation, ça fait partie des raisons qui créent donc ce que nous appelons souvent des obstructions tubaires. C'est-à-dire les trompes qui sont bouchées. Et c'est frustrant. Et c'est peut-être l'homme qui, après avoir eu des contacts sexuels, dit, mais depuis un certain temps, quand j'urine, je sens de petits picotements. Je sens de petites taches au fond donc, de mon sous-vêtement. Et pourra attirer l'attention donc, de la femme là-dessus. Et les deux vont faire le traitement et suivre donc correctement les consignes donc, du soignant. Et là, on pourrait dire qu'ils ont bien traité. Sinon, à l'âge adulte, ça peut créer un certain nombre donc, de complications, donc la procréation. J'en aurais fini quand je vous aurais dit que, en ce qui concerne donc, la femme enceinte qui est infectée et qui est infectée par la gonococcie et qu'on ne prend pas les précautions, qui ne se fait pas dépister à temps. Au cours donc, du passage dans la filière génitale, cet enfant peut être infecté et si cet enfant n'est pas pris en charge à la naissance, ça peut donner une gono au niveau donc, des yeux. Et vous comprenez avec moi, quand on parle donc des yeux, c'est que ça peut aller à la cécité. Voilà un peu quelques exemples que je pourrais citer pêle-mêle. Alors, parlons des traitements. Y en a-t-il de curatifs qui soient disponibles pour les IST? Pour les IST, il y a le traitement qui est disponible. Il y a pour les bactéries, il y a les antibiotiques, il y a les antiviraux, il y a les traitements qui sont très disponibles. Et je voudrais vous dire, par rapport donc à ce traitement, par rapport à la prise en charge des IST, au niveau du PSLS, il y a une division qui est consacrée donc, à la prise en charge des IST. Et à la prise en charge des IST chez les populations à haut risque, chez les groupes à haut risque. Et pour pouvoir même faciliter cela, il y a des services adaptés qui sont créés un peu partout donc, dans les communes où ces groupes à haut risque peuvent faire des suivis mensuels et profiter de façon gratuite donc, de ces médicaments, de ces médicaments IST. Donc pour répondre à votre question, les médicaments existent et ça peut être cher, mais pour la plupart ce sont des médicaments qui existent sous nom générique, donc accessibles à la population. L'essentiel donc c'est de faire le pas, d'aller dans un centre de santé, se faire dépister et la suite. Alors quels sont les modes de prévention? Si vous pouvez nous conseiller pour prévenir les IST, qu'est-ce que vous nous diriez en tant que spécialiste de la santé? D'accord. Merci Madame Tofa. Ce que je veux déjà vous dire, je vous ai dit, le maître d'orchestre, c'est le rapport sexuel. Oui. Donc, la première prévention, si je le dis, vous allez dire, ben, Adiaki, il raconte quoi? C'est l'abstinence. Ah, tiens. Voilà. Donc, je dis ça tout bas. Je dis dis pas très haut. Donc, l'abstinence. Mais c'est faisable, hein? C'est faisable. On ne va pas faire le débat. Peut-être si vous m'invitez à une autre occasion, on va en discuter. Pas, ce sera avec plaisir. D'accord. Donc, l'abstinence, si on ne pourra pas faire l'abstinence, c'est la bonne fidélité. Je dis bien bonne fidélité parce que si vous êtes fidèle à un partenaire qui ne vous est pas fidèle, c'est que vous êtes fidèle aux IST. D'accord. C'est de limiter le multipartenariat. C'est donc de se faire dépister dès qu'on sent un signe qui fait penser aux IST, c'est d'aller voir un spécialiste donc, pour un bon traitement et de traiter et le patient et son partenaire ou bien ses partenaires. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui... Donc, ça, je dis l'abstinence, je dis la bonne fidélité, je dis l'utilisation du préservatif. Parce que des études ont montré aujourd'hui que beaucoup de gens, en tout cas dans la tranche, dans une certaine tranche, je pense que le préservatif
est-ce qu'il faut toujours l'utiliser? Alors, c'est le préservatif, c'est la vaccination contre les hépatites B, contre le human papillomavirus, parce que l'hépatite B, c'est considéré comme une IST. D'accord. Les infections à human papillomavirus, ce sont des IST. Donc, il faut se vacciner contre l'hépatite B, il faut se vacciner contre le human papillomavirus, il faut utiliser le préservatif, il faut être fidèle et limiter donc le multipartenariat et se faire dépister régulièrement lorsqu'on sait qu'on est un sujet à risque, un sujet ayant plusieurs partenaires et qu'on ne se préserve pas. Docteur Aurel Adjakidje, merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est passé assez vite. Ah oui, très vite. Oui. Un mot de fin, c'est pour dire quand pas d'IST, IST c'est qu'il peut y avoir des signes, IST il peut ne pas avoir des signes. Alors, toute femme, tout partenaire qu'on rencontre et avec qui on doit aller au sexe, il faudrait s'assurer donc si vous ne connaissez pas son statut, il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux se protéger et éviter même des risques, parce que je l'avais dit tantôt, même pendant les préliminaires, on peut se contracter. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci, madame. Merci à vous aussi, madame Esther Tofa, spécialiste santé sur Actu Matin. Docteur Adjakidje, merci beaucoup d'être passé par ici. Bonne journée à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on suive ensemble le magazine réalisé sur le pâturage de bêtes. Vous le savez, pour avoir de la viande chez vous, il y a des acteurs qui s'en occupent, qui font de l'élevage et qui permettent à ce que ces bêtes aient de quoi se nourrir et surtout que ces bêtes soient soignées, suivies rigoureusement depuis leur naissance jusqu'à leur croissance. Alors comment ça se passe? Dans quel contexte et dans quelles conditions travaillent-ils? Sont-ils vraiment passionnés? Comment est-ce que le travail de faire paître les bêtes dans les prés et les champs se passe-t-il? Autant de curiosités qui nous ont poussés à descendre à Djoum, auprès donc d'un pasteur. Sa vie c'est un quotidien très formidable partagé avec les bêtes avec lesquelles il communique. Voici le magazine de ce matin. Voici plus d'une trentaine de minutes que le troupeau de bœufs marche, sous le contrôle de 3 bouviers, en direction du lieu de pâturage. L'avancée est presque machinale, où chaque acteur sait ce qu'il a à faire. En tête, la doyenne des bêtes qui ferait le chemin, encadrée par les humains. Mito mombonu imbula eni son trele eni son aligaro pojiboi poma ado yan ko mimbro mero kote le onido de imbule je kote o ena gwewa chencheme de ro de je bo de mero nu ko na ro yire bo mero godo na ro khikho bo na ro wa bo mero kote o na ro chichiro bo na ro yi. Non va implé non bien me laisse clément no be sinkiri de je son po me ou bien gamin yi webo ye be ye bo jandu na gbe yo non de sinkiri ji ka no bi o me le laisse clément et non va de voler rien ya do ta sok be don bo sinkiri na ti to ka bo de na bi o clément le voler don un photo rien na si me pa implé ni me o ma bi bo yin papa par exemple no yin budo nu kon le we na kan so bo don yin budo na o bi o clément me ne ga in shun bo ero abilo rien na cause un caca pour encadrer ton ben ambio mais les voulez incliner. Ai. Dale. Acho. Ai. Kudali va. Dale. Ai. Ni mi va fio sin ya mi no hen. Sin kero mi no hen dudua.
mino hendudu a 5 heures. Rover on simi hu. Rover on simi men pinkon ni akron bo ma we efo. Mais ni amolo be isel on do yan comme yo a rien hendudu to. Bonandu nto e man gbende nu mele. Comme de mi le ma impelo e jo mi mino hendudu we de lenu. Ame pelo e no hendudu a o ma e de to pe igbono po e de o de me. Mi de mi abi e me yo. Au bout d'environ 3/4 d'heure, le groupe d'hommes et de bêtes débouche sur une clairière. Un espace un peu comme oublié, sinon abandonné. La marche des animaux est ralentie par l'état du sol, un peu trop boueux. Amener les bœufs au pâturage est à la fois difficile et passionnant. Passionnant parce que ça vous permet de découvrir d'autres lieux. Passionnant parce que ça vous permet de communiquer avec les bêtes, d'établir un code de communication et de proximité avec les bêtes. Mais c'est difficile parce que de plus en plus, il est compliqué d'avoir des lieux de pâturage proches de l'enclos, donc, pour permettre aux bêtes d'avoir de quoi manger. La population grossit, les besoins en terre à labourer s'accentuent. Du coup, il est donc impératif pour celui qui amène les bœufs au pâturage de les amener un peu plus loin. Ceci entraîne une certaine difficulté de mobilité pour les bêtes, mais aussi pour la personne qui amène les bêtes en pâturage. Reste non demi-temps. Donc, il peut les dessous de mille font peut les et d'ailleurs il retourner dans son pot que dans les quoi comme des mille font bien son plan million bon mais bien mais reste non demi-temps. Donc ouais nous à rondo dijo il rien à dire beaucoup ouais il rien à dire des bon et c'est un dasso donc n'est le cours na ouais mais et ouais son ben donna reste va attendre. Obligé de Milano, oui, va avec moi. Nous avons Milano, aussi, va avec nous, aussi, va avec quand elle va Clémer, quand elle est aussi, va nous aussi, va nous aussi, va nous. Acting des savants, donc, mais bon, naïti. Donc, elle est dans la Milano, aussi, va nous. Pour quand elle est petit, qu'on a mis dem, aussi, va quand elle est dem. Bon, on termine comme ça, mon bon, forcé, na ça, nous bon, mon ya. Ah oui, mais forcé, ouais, na ça, mon bon, na. Nous quand il est donc nous allons militaire on te voit quand il est on y met pour deux ou trois pour des pour et moi et non tu vois table on dirait qu'un coin là non faut ça on de moi. Et donc tag ba no mi-temps ouais zomba yimbu mi-temps là support kuwai donc distance de souvenir support et ma trayon nous quand là de pepe distance support et non do fatigue on do be clément kayak po fide na yo rien na wa lieu de pâturage donc facilement bon les ko ikwegbe donc ni do alio ni yo e inde bonyo. Pour permettre aux bêtes de bien paître, les bouviers sont obligés de passer la plus grande partie de la journée sur place ici, sur cet espace réservé aux animaux. Arrivés dans les cours de 10 heures le matin, ils ne prendront la route de retour que lorsque le soleil sera au bout de sa course de la journée.
Vers 19h, le troupeau est de retour. Le bouvier a eu le temps d'évaluer la qualité de sa journée. Elle dépend le plus souvent de l'état des bêtes. Allez, il voulait nous gagner. Ni moi dit mi a mon robe à togo et ton go gagner. Ni mi a pon robe yin bude go o gagner o. Mi a pon a togo ton. A mi on ton yo. Mi a mon robe ma go gagner. Ni a du sin ko ton e go gagner. No e do ria robe fi de no pon ko gi go ton yo ya a du sin ko ton. Donc ni wa bi o po me o. Nde du de a du sin ko le o. E no an du a mi on ko. Et nous avons tout blanc gomi nous avons tout blanc nous avons à mi en aïe allez aïe oh ça allez Mindo aso donu yimbu mi tan le. Aso don sombo supo le don to tagba nu ye a. Aso don yan supo nu ye den de bi opo me o. Ye na mo tembo fo ganji, o na mo tembo dam. E o apa si so etin produit bo le volon yan supo. No be supo e wa supo. Mi no zan produit na. Don yan na. Supo eno nu hunsin ala menu ye. Supo jedo ye wo eno kandu ye bo eno mo anpo abo eno do tan we mo ra fo yin we. Don e eno vode pepe a. E ka supo alo pa de letin we. Da o de letin wo ka le nu hun etan directement. Tale. Indobe yana kponde me jan yimbu o uya indobe we na je yimbu yinji o indo fie yimbu lo na du ne town we je nu kan bo ni edo ene fo ni do fi de yimbu lo na nu sin de do sin yin gbeto de sin gbeto na gbeto ro de yin important na gbeto ro mo important na kan le do su do ne do sin o kan do dro abo anu sin o mo ehura ton lo gberopo. Donc, lieu de partir yo sin lo podo na no don. Bon ni edu nkaka je gan we me o e na nu sin. Donc ni wa kwe gbe yo, we na isan zan na nu sin lo prévoir eton kon. Bon ni le wa kwe gbe gbadanu o e na nu sin lo prévoir me. Au moins o lieu de sin nou ten atonen le do na tin. Na imbo o dandan. Bon na nu sin bo na do fo. Do sin yo en bon dudu de edu ne le o e non digérer. Bon unken o e na le du de vo. Ouais, man, a dit à son dos, ni bois d'où nous gagnons à son restaurant d'autres tagbania. Allez. Allez. Allez, bakunde, allez, bakunde. Ni e jambe ibuyin yo. Il faut que anindo plasdoy. Anindo pras de a imbude yo. Bodo fide na nu sin de yo. Ado fide na nu sin de yo. Fide ye go son badanu yo. Ye na akbojedu yo. Anindo fi mongoton. Bodo vétérinaire de na pe nu kundo imbu onu yo. Ado vétérinaire mongoton. Bakwe su anado jiro titengbe. Ino pelo aide kon yo. A epel de ugbe na toju nu e ganji. Mais ni no bi amajan epel de bakwe su na pe nu kunde wo. Anado jiro titengbe bo na asomiton e. Do ni edo imbu yin yo. Ason de solo yin meton. Do anakpan e gleme zanzan. Padan de su anan le kopo epo. Ason da o gangan e. Imbuo adokunda we. Imbuo ni ajivide te ni bose imbu do pone o. Kaka ye egbe na kwe atan o. Imbu ne o ena ren beton men kaka soy. Do kwe do klopo imbu fon ero vidi we.
nous y a un kunda ganga boy non bouson wendore mi ani le wendo mi wendo non pochea nous dit nous nous dano vitele fofo tele bon nous ni do crazy côté ni bouin élevage de gros ruminants et est important bon c'est rentable et il est rentable tant donc petit ruminant là de soir est rentable au moins ne paiement de agriculture mais beaucoup so imbouin ni me c'est unidon. Très passionné par son activité, Denis en est arrivé à oublier son niveau d'études. Comme il s'y plaît, le jeune d'environ 25 ans se promet de lancer bientôt sa propre ferme et son propre élevage. C'est une activité très rentable, soutient-il, à chaque fois qu'on lui pose la question à ce propos. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Et voici de retour donc pour entamer la dernière ligne droite d'Actu Matin ce matin. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. William, bonjour. On va s'intéresser un peu à l'opposition ce matin. On va évoquer 2 sujets à son propos. D'abord, l'actualité, notamment avec tout ce qui s'est passé ce week-end et le parti LD, les démocrates, qui n'a pas pu faire tenir ces quelques activités à cause, je dois dire, de malentendus. Que ce soit à Boumé-Calavi ou à Waké, on va revenir là-dessus. On va dire 2 mots aussi sur la démarche de ce même parti pour désigner son duo de candidats. Ils l'ont annoncé ce week-end qu'ils travaillent, les militants travaillent à se trouver un bon attelage, en tout cas pour la compétition électorale de 2026. On va déjà commencer par le tout premier sujet, Franck. C'est la vieille méthode, le retour des vieilles méthodes, doit-on dire. On a vu ça sous Boniaï, l'opposition a harcelé avec la police, etc. Des meetings, des rencontres interdites pour un oui ou pour un non. J'ai l'impression que les vieux démons sont de retour. Oui, c'est vraiment dommage que... C'est triste parce que, vous savez, lorsque le développement d'un pays, c'est un ensemble. Un ensemble parce que les différentes composantes de la société doivent jouer leur rôle. Lorsque vous menez une action, il y a des gens qui épousent peut-être votre idée. Il y en a également qui ne sont pas d'accord ou qui veulent que les choses se fassent autrement. Et la seule façon de l'exprimer, c'est à travers des manifestations, c'est à travers des animations, des séances d'animation politique, c'est à travers l'expression de ce désaccord-là, parfois public, à des endroits bien choisis, avec des méthodes qui répondent aux normes. Parce que ce sont en réalité des principes consacrés par notre Constitution. Et donc, personne ne devrait
enfreindre à ces principes-là pour nous dire, mais écoutez, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs que vous, ils n'ont pas le droit d'exprimer leur désaccord, ils n'ont pas le droit d'exprimer, de faire valoir leur point de vue dans un pays démocratique, dans un pays qui s'exerce à disons, protéger les droits des citoyens. C'est aberrant, ça ne répond à rien du tout et c'est incompréhensible. Et donc, pour ces séances ou ces rencontres qui sont interdites, qu'elles soient à caractère politique, à caractère social, ou qui visent à, disons, à donner un point de vue précis et qui sont interdites, moi je pense que ça ne rend pas service, que ce soit aux citoyens et même à ceux qui nous gouvernent, ça ne rend service à personne. William? C'est le propre des dictatures. Est-ce que vous n'exagérez pas en dictature? Il n'y a que les dictatures qui empêchent leurs opposants de parler. À vous de voir si ce que le Bénin devient aujourd'hui, c'est une dictature ou pas, ou si ce que le Bénin était depuis quelques années déjà, c'est une dictature ou pas. Parce que, théoriquement et de principe, il n'y a que les dictateurs qui pensent qu'il n'y a que les voix de leur sbire qui soient audibles et tout autre inaudible. Il n'y a que ceux qui se suffisent dans leur gouvernance. Je ne sais pas si une sortie de l'opposition empêche quelqu'un de faire l'asphaltage ou de faire le boulevard de la Marina. Et le bruit ne permet pas de se concentrer. Pour ceux qui sont venus au pouvoir avec Mercredi Rouge, c'est étonnant. C'est quand même étonnant parce que, vous savez, il a fallu que l'opposition invente des chiffres sur le coût de certaines infrastructures pour que finalement on les connaisse. Donc, à quelque chose, ils sont au moins utiles dans une république. Quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou non. Il a fallu qu'il retourne à l'Assemblée nationale pour que ça ressemble à un parlement, en quelque sorte. Même si depuis quelque temps, ils pensent tous à 2026, ils dorment autant qu'ils sont. Il a fallu qu'ils reviennent au Parlement pour qu'on sache qu'on peut amener des ministres, leur poser des questions. Sinon, des gens ont joué des matchs amicaux entre copains pendant 4 ans ici et nous ont fait croire qu'on avait un Parlement. Donc, à quelque chose, ils sont bons. Au moins pour amuser la galerie, occuper l'esprit des gens. Ils sont tout au moins bons à ça dans une république. Et pour un pays qui, franchement, a fait le parti unique, qui a inscrit tout ça dans le préambule de sa constitution, qui a fait du chemin de la démocratie. Vous savez, Yahi n'a pas pu interdire Mercredi Rouge. Hein. Le juge constitutionnel lui a dit, Monsieur le Président va lire les arrêts de 1888, fondateur des libertés publiques dans un État. Tu peux changer l'itinéraire, tu peux leur demander pour des raisons de sécurité de changer d'itinéraire, tu peux décaler les heures pour l'ordre public et son maintien, mais ceux-là, ils sont venus au pouvoir après je ne sais combien de grèves. Toutes les semaines, il y avait grève dans un secteur. Et c'est pour cela que quand ils sont venus au pouvoir, l'une des choses qui les a tout de suite intéressés, c'est de maîtriser le mouvement syndical. Toboula a même fait tracer des lignes rouges, alors que dans aucune république sérieuse du monde, il n'y a de lignes rouges. Apparemment, ce ne sont pas que les vieux démons. Les vieilles malédictions aussi sont en train de rattraper. Et c'est peut-être le plus grand déluge que nous puissions avoir dans une république. Parce que ceux qui ont été les plus gros théoriciens des libertés publiques sur les plateaux de télévision dans ce pays aujourd'hui en viennent à faire bâillonner. Quand c'est Djenontin qui doit recevoir des vœux des femmes démocrates, il y a trouble à l'ordre public potentiel. Quand c'est à temps plein, mais quand c'est le PRD qui doit faire son activité le même week-end, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'Union progressiste, le renouveau qui doit faire le tour du Bénin pour activité de son parti politique, ça draine aussi du monde, ça. Hein. Ce n'est pas un monde fou, mais il y a des gens qui viennent à les rencontres. On se rencontre dans des maisons de peuple, on se rencontre à des lieux publics. Ça, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je ne sais pas si cette camisole colle à quelqu'un, mais c'est la camisole des dictateurs. Oui, Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Les habitudes qui refont surface. On a l'impression que, c'est nouveau, c'est pas nouveau. Hein? Boni Yaya a essayé aussi. Dans ce pays, on a crié à la dictature, etc., etc. Donc, on a bien l'impression que c'est le propre des régimes et ça revient à cycle régulier. Absolument. Si c'est une consigne qui est donnée d'empêcher justement que les militants, militantes du parti Les Démocrates puissent tenir leur rencontre ou leur réunion, cette consigne elle est mauvaise. En tout cas, ça n'a pas son sens dans une démocratie, voyez-vous.
les partis politiques ont bien entendu le droit d'organiser des rencontres, d'aller à la rencontre de leurs militants et de tenir des rencontres, de tenir des réunions. Je pense que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois ces dernières semaines. Le dernier cas, je pense que la mairie d'Aboubacar avait essayé de donner quelques raisons. Je pense qu'on ne peut pas être encore en train de tergiverser sur ce genre de questions parce qu'au même moment, nous avons les autres formations politiques qui arrivent quand même à tenir des rencontres. Nous avons les présidents des autres partis qui vont à la rencontre de leurs militants un peu partout. Et pourtant, nous ne voyons pas ces images où on envoie la police et puis tout ça. Je pense qu'il faut revoir cela. Si c'est une consigne qui est donnée, ça ne s'explique pas. Et quand on fait la comparaison, on se rend compte qu'on est peut-être en train comment on dit, d'empêcher une partie d'opposition, n'est-ce pas, à s'exprimer. Mais il faut déjà que le parti lui-même se conforme aux exigences en matière d'organisation d'événements. Si vous devrez introduire un courrier qui n'aboutit pas et que vous devriez apporter des réajustements que vous ne le faites pas, c'est bien normal que l'autorité s'inquiète pour votre propre sécurité. Oui, du point de vue de l'administration, on peut se poser cette question. Mais je me dis qu'au niveau du Parti Les Démocrates, ils sont suffisamment intelligents pour savoir que pour tenir une rencontre, il y a sans doute une procédure enclenchée. Maintenant, comment dans une république, en tout cas dans notre pays, au même moment, il n'y a que ce parti qui ne respecterait pas les règles. C'est assez bizarre quand même. Peut-être parce que c'est têtu, je ne sais pas trop. Oui, on se pose la question qu'en leur sein, ils ne trouvent pas des gens suffisamment illuminés pour savoir que déjà, en tant que parti d'opposition, on doit tout faire du point de vue administratif pour qu'on ne vous reproche absolument rien. Parce qu'on pouvait prétester de ça et vous empêcher de tenir vos rencontres. Ils doivent le savoir, même au plan stratégique. Et donc, je me dis que sur ce coup, c'est pas évident qu'on puisse voir de ce côté-là. Je pense qu'il y a un truc qui cloche et ça n'est pas bien. William, vous savez... il faut faire des démarches dans une république. Et la république, c'est aussi l'ordre. Hein. Au-delà des libertés, c'est aussi l'ordre. C'est le principe de la sécurité pour tout le monde. Apparemment, ceux qui sont au pouvoir ont plus de facilité à bien faire les démarches et à les faire sans faute. Ils ont des démarches immaculées. Et c'est le propre du pouvoir, c'est les privilèges du pouvoir. C'était le cas sous Bouniaï. Il a fallu que Bruno Amoussou, Kola Oleidji aille investir le RTB un jour pour dire en fait, nous aussi on a droit de citer dans ce pays, quoi. Parler un peu de nous, laisser Bouniaï qui est en cavale, qui est dans tous les départements. Wabi Boukari était même amené un jour à dire, en fait c'est l'hyperactivité du chef de l'État qui fait que la télévision est devenue finalement son agence de communication. Bon, ça c'est moi qui le paraphrase, hein, mais c'était le cas à l'époque. Donc, en fait, tout ça revient aujourd'hui. Ce sont les mêmes méthodes. C'est pour ça, ceux qui disent qu'ils ont inventé la roue, que depuis 90 et depuis 60, ils sont les messies de ce pays. Il faut le leur rappeler. Il faut rappeler que ce sont les manières des gens qu'ils ont tous vomi. Ce sont les mêmes manières qu'ils reprennent. Et j'espère qu'il n'y a que les syndicats et les partis de l'opposition qui ne sachent pas comment faire administrativement pour le faire. Ce que Yankoti avait interdit à Porto Novo il y a quelques années pour les démocrates. J'espère que c'était aussi pour des raisons d'administration. Prenons-nous un peu au sérieux. Regardons-nous dans la glace et choisissons ce que nous... Moi, je sais quand même que aucune sortie de l'opposition ou des syndicats, une marche des syndicats, les syndicats, ils ont marché. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu gain de cause? Personne ne les a presque calculés. Mais au moins, le Bénin n'est pas tombé. Et le sol ne s'est pas ébranlé sous nos pieds. Oui, mais il y a eu des citoyens qui avaient envie d'aller devenir librement, dont on a rendu la mobilité difficile ce jour-là, etc. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Justement. Ça ne dure pas toute une journée, c'est à peine et quand on sait l'itinéraire et les heures de marche, les autorités administratives sont amenées à mettre en place le dispositif qu'il faut pour ne pas empiéter sur la liberté des autres. Et même les routes, les routes asphaltées que vous avez aujourd'hui, c'est parce que des gens ont marché sur de vieux bitumes dans ce pays que quelqu'un est venu finalement au pouvoir et a amené asphaltage. Tout ce que vous voyez là, et que vous pouvez mettre à l'actif de Patrice Talon ou non, vous savez comment il est venu au pouvoir. Vous savez comment les libertés étaient importantes dans ce pays. Je pense que le 2 poids 2 mesures ressemble aux inconstants, ressemble
aux gens qui savent seulement prêcher pour leur paroisse. Ça, c'est à dénoncer, c'est à décourager dans un État. Il ne faut jamais encourager un État comme certains le font sur les plateaux de télévision en disant des choses qui ne valent pas la peine. Il ne faut pas encourager un État à être dans le mur parce que vous avez eu pour vous, vous êtes ministre conseiller, vous avez vos grosses voitures, des plaques bleues, mais le pays continue après vous, le pays continuera des générations après, des enfants et de petits-enfants à vous vivront dans l'État. On ne dit pas, excusez le terme, des bêtises, on ne dit pas des hérésies. On va pas non plus on ne dit pas des hérésies. Non, c'est ce que c'est. On ne dit pas des hérésies pour plaire à un homme. Oui, on ne soutient pas le faux. Je pense que c'est justement pour ne pas en arriver là que nous devons savoir raison garder. Vous savez, un pouvoir ou un régime des gouvernants qui interdisent par exemple des manifestations à caractère politique, cela a également des conséquences sur leur gouvernance, ce qu'ils ne savent peut-être pas. Vous voyez, il y a une sorte de perte de légitimité. Lorsque vous interdisez, c'est un peu comme si pour des gens comme ça, c'est pas eux que vous gouvernez, et vous n'avez que Dieu des oreilles que pour d'autres personnes. Donc, ils ne vous considèrent pas comme, ils vont vous prendre comme des gens qui ne veulent pas de leur bien. Ça pose un problème. Il y a également la conséquence liée à l'isolement, parce que quand vous, de façon continuelle, vous interdisez des manifestations, vous isolez de cette partie, de cette frange de la population. Il y a également l'affaiblissement du système démocratique. Et c'est là tout le danger. Dans une démocratie, il est supposé que certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Et lorsque on n'est pas d'accord, on a le droit de l'exprimer. On a forcément le droit de l'exprimer. Et il y a des formules par lesquelles, des canaux par lesquels on s'exprime. Ici, on interdit les rassemblements parfois, et les gens estiment même que les médias sur lesquels doivent intervenir, qui nous appartiennent à nous tous, on leur interdit encore l'accès à ces médias-là. Ça pose un problème, et le plus grave, c'est l'image que nous donnons à l'étranger. L'image que nous donnons à l'international, cette image-là est cochée, et cela ne donne pas, cela ne vous rend pas service quand vous êtes au pouvoir. Les gens se disent, mais dans tel ou tel pays, voilà des gens qui n'aiment pas la contradiction. Quand on commence par dire ça de vous, ça n'est pas bien pour vous. Et ça peut même vous empêcher d'accéder à certains projets qui doivent apporter, disons, des devises pour le développement de vos citoyens. Est-ce que même quand vous aviez apporté toutes les preuves que ce que vous voulez faire, en tout cas, les règles sont respectées, etc., est-ce que l'autorité, en fonction du contexte, des éléments qu'il a à sa disposition et surtout des informations qui lui parviennent et qui ne sont pas forcément à votre disposition, est-ce qu'au nom de ça, l'autorité ne peut pas interdire une manifestation? Tout à fait. L'autorité est garante de l'ordre public. Mais pourquoi on se plaint alors? Et l'ordre public, c'est dans les notions techniques relatives à l'ordre public, il y a la question de la nécessité. Donc, quand il y a nécessité, l'autorité peut évaluer les risques en présence, le notifier. J'ai dit le notifier, pas laisser les gens commencer par s'attrouper, envoyer tous les policiers de la commune pour aller infester le milieu comme des abeilles chassent l'Union progressiste chez moi là-bas. Donc, en fait, il faut trouver le moyen, par correspondance administrative, de dire aux gens, attention, pour telle raison. Et surtout, pourquoi il y a risque d'insécurité que lorsque ce sont des gens qui ne veulent pas dire que l'asphaltage est bon, que Talon doit rester, il faut 3e mandat, pourquoi il doit partir? Parce qu'on sait que ça déchaîne les passions, la politique déchaîne les passions. Oui, et ce que les turiféraires de Patrice Talon disent, ça ce ne sont pas des passions, des passions qui vont même contre notre constitution et qui n'interpellent personne. Ceux qui nous demandent le patriotisme et qui jouent ça en boucle demandent à nos jeunes frères d'être patriotes, de ne pas écorcher l'image du Bénin en étant cybercriminels sur Internet. Ils font la même chose que ces frères qui vendent mal notre pays en montrant que notre pays est un pays d'escrocs. C'est pareil. Ceux qui ont dit qu'il ne faut pas prendre parti pour l'AES ou le Niger, qu'un bon patriote, tout ce que Talon fait dans cette crise devrait être bon.
ils font la même chose que ces mêmes personnes qui ont été voir Tiani, qui ont pris des poignées de main contre leur propre pays, parce qu'ils ont envoyé l'image négative au même titre que ceux qui pensent que parce qu'on a fait recruter de jeunes policiers, on leur a apporté des treillis, il faut leur confier, il faut aller les emmener à tous les endroits où l'opposition est en train de faire des activités. L'opposition n'aurait pas eu le minimum de liberté sous la dictature déguisée de Yahi, que nous ne serions pas là aujourd'hui. Et s'il faut reculer, il faut aller plus en arrière, c'est qu'on ne construit pas le Bénin. Arrêtez de nous chanter un bilan qui puisse nous bâillonner et nous clouer nos libertés. Nous avons chèrement acquis. La liberté est au-dessus du bien-être, la liberté est au-dessus du développement, il faut sacrifier. Les deux vont de pair, parce que la démocratie, c'est le pain et la paix, dira professeur Théodore Olo. Les deux vont tellement de pair que même si aujourd'hui, on a un semblant de ce que vous appelez bien-être, je ne sais pas combien nous mangeons au PIB. C'est un semblant. Dieu seul sait ce que dans nos poches depuis. Et si à ça, on doit nous ajouter un emprisonnement dehors, une incarcération à ciel ouvert, je dis que c'est la pire des choses qui puissent arriver à la démocratie aujourd'hui. On va changer de sujet. On va parler de la présidentielle de 2026. Avec notamment l'opposition. C'est vrai qu'elle est multifacette, hein, cette opposition à Patrice Talon. C'est l'heure déjà de commencer à se mobiliser. Mais se mobiliser, c'est surtout voir s'il y a une possibilité pour l'opposition de se mettre ensemble aujourd'hui pour faire front commun afin de faire face justement à la mouvance, Franck. Quelque chose a démarré. Ah oui? Oui. Vous avez Ils ont créé un cadre de concertation. Un cadre de concertation. Combien de fois se voit-il par mois ou par semaine? Oui, c'est fort, ça a amené des activités. J'ai vu encore, il y a quelques temps, ils ont fait le tour des autres partis politiques pour aborder des questions qui concernent toute la classe politique. Ils se voient régulièrement, je crois. Et également, ils font des sorties médiatiques pour montrer un peu la pertinence de leur démarche. Je pense que si ils évoluent tel qu'ils le font là, c'est possible qu'on observe un front commun, qu'on assiste à une fusion des énergies pour 2026. Mais vous savez, l'histoire de ce pays nous enseigne que très souvent, l'opposition ne tient pas toujours jusqu'au bout. Vous allez voir, lorsque vous revisitez un peu l'histoire, il y a qu'au dernier moment, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Peut-être que ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas ce groupe compact-là en face travaillent pour. Et ça, c'est le jeu politique. Où vous allez voir, au dernier moment, des gens commencent par se désister, où on assiste à des mouvements incompréhensibles où les forces des revirements spectaculaires où ça ne tient pas bon, ça ne permet pas d'engranger des résultats. Et donc, moi je dis, il y a quelque chose qui a démarré. Si ça continue, on pourrait avoir ce dont vous parlez. Mais j'attends de voir les moyens qu'ils vont se donner, parce que la question de la désignation du haut de candidats, comment nous irons aux élections, la prise en compte des desiderata de tous ceux qui constituent aujourd'hui l'opposition, ça fait partie des questions cruciales, des équations qu'ils doivent résoudre au fil du temps. Si on passe à côté des bonnes solutions, si on passe à côté des bonnes résolutions et des moyens qu'on doit se donner pour y arriver, je crois qu'on n'aura pas gain de cause. Mais je veux bien croire qu'ils mesurent la portée de ce qu'ils recherchent, parce que leur problème aujourd'hui, c'est de dégager ceux qui sont là et de prendre le pouvoir et de l'exercer. Quelle sera la meilleure formule, Eric? Celle de 2011 peut-être, avec un Union fait la nation, même si le résultat à la fin se fit un violent chaos, jamais oublié, ou bien la solution de 2016, chacun pour soi, puis après au second tour, on signe un papier, quitte à ce que ce ne soit plus valable 2 ans après. Je pense que pour ça, ils ont vu ce que ça a donné comme résultat. Je pense que se mettre ensemble et faire front commun, cela peut être la seule option, parce que cela leur permet de mutualiser les efforts, n'est-ce pas, et de se dire que pour un objectif commun, eh bien, nous pouvons nous mettre ensemble pour y aller. C'est vrai que pour des questions de leadership, c'est pas toujours facile de se mettre ensemble. Ils peuvent trouver en leur sein comment il faut pouvoir concéder les choses pour que la chose soit possible. Déjà avec l'expérience du cadre de concertation, ça marche plutôt bien, parce que depuis l'installation de ce cadre, on n'a pas entendu des
des propos divergents entre les différents acteurs. Oui, je pense qu'il y a un agenda. Les FCB disent qu'ils sont sélectifs et qu'ils ne mobilisent pas tout le monde. Bon, je pense qu'avec la FCBE, bien avant même la création de ce cadre, on savait déjà les rapports que ce parti entretenait avec les autres formations politiques. On est jusqu'à aller à trouver que ce n'est pas un parti de position. Je pense qu'ils n'ont pas encore suffisamment digéré cela. Et toujours est-il que les choses vont changer d'ici à quelques mois des élections et ils vont peut-être se rendre compte que la possibilité pour eux de se mettre ensemble peut être leur seule option. William, juste un mot avant ce sujet, c'est que il faut retenir par exemple que sur cette demande du Parti Les Démocrates pour ces mobilisations, une seule a reçu un avis défavorable sur 7. Sujet clos. Vous déduisez de ce que ce soit par nécessité administrative ou non. D'abord, le cadre de concertation de l'opposition, c'est pour un but premier, la liste électorale. Le cadre n'a pas vocation à connaître de la collaboration des partis d'opposition. Ils peuvent l'étendre après, ils peuvent voilà, ajuster les choses ils l'ont dit, c'est envisageable. Mais retenons que sur le principe et actuellement, ils n'en sont pas encore à... Voilà, c'est le code électoral. Et je crois que là-dessus, leur agenda... Voilà, la liste électorale, pardon. Leur agenda est en train de se dérouler. Maintenant, pour l'ensemble. L'opposition sait que le code électoral est taillé sur mesure. Un peu comme Kérékou disait que la Constitution est à sa mesure. Ce code électoral veut exactement le nombre de députés. Parrain possible que le Parti Les Démocrates a 28. La seule option, c'est FCBE qui a encore, je crois, irrésistiblement 2 maires. Donc, seul ne pourra jamais parrainer aucun candidat. Donc, rassurez-vous, avec les lois en vigueur aujourd'hui au Bénin, je ne sais pas si c'est de la liberté, ça aussi, ou c'est de la démocratie. C'est au nom de quelle réforme, de quel système partisan, Dieu seul sait. Toute l'opposition de ce pays réunie, tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire route avec Patrice Talon, à eux tous doivent s'arranger s'ils veulent vraiment avoir un candidat et ils n'en auront qu'un seul. Donc, de ce point de vue, ils y sont contraints, ils sont tenus par la culotte. Les lois les y contraignent. Aujourd'hui, la législation en vigueur aujourd'hui contraint tous ceux qui pensent qu'il ne faut pas garder feuille et stylo à la porte de Patrice Talon, attendre si en avril ou en mai, la fumée blanche va sortir du Vatican. Tous ceux-là doivent savoir que s'ils veulent être au pouvoir prochainement et ne pas faire de la renégatie de dernier moment, ils ont à faire ensemble. Et de ce point de vue, quand on est contraint, on fait 2 choses. Soit on proteste en se désistant, en faisant la politique de la chaise vide pour se faire entendre. Je ne sais pas si ça a marché une fois dans ce pays. Ensuite, si on ne veut pas protester, on fait avec le jeu, histoire d'espérer un gain politique là-dedans. Donc je vois cette opposition plutôt divisée entre les égaux parce que même l'harmonie de groupe au sein des démocrates sur la question de la présidentielle, pouvoir la conserver, pour moi, n'est pas un enjeu facile. C'est déjà, je dois dire, le gros enjeu, faut-il le dire, au sein même des partis pris individuellement, le débat est si risqué. Et cela n'est pas une spécificité de l'opposition, même au niveau de la mouvance aussi. C'est vraiment assez délicat que de parler, je dois dire, de duo au sein des partis politiques. Mais alors, il faut l'élargir à une perspective où tous les partis politiques vont se mettre ensemble. Est-ce que ça ne va pas être davantage plus compliqué? Et justement, comment est-ce que l'opposition choisit, et ça va être la dernière ligne droite de notre discussion, comment est-ce que l'opposition choisit son duo? Grosse question. Son duo, comment ça va se choisir? Une compétition entre les partis politiques de l'opposition ou bien une compétition à l'interne de chaque parti politique d'opposition? À l'interne de chaque parti d'opposition. Parce que vous avez vu, les LD ont déjà lancé, les hostilités ont dit qu'il faut lancer les débats autour, alors qu'au niveau, par exemple, de Expérience TB et son MPL, il n'en est encore rien. Au niveau de FCBE, qui n'est pas toujours reconnu par les autres comme étant parti d'opposition, c'est encore une plaie qu'il faut soigner. Mais à l'intérieur, c'est bien mis parti de l'opposition. Oui, mais les autres en tant que journaliste, c'est parti de l'opposition. C'est parti d'opposition. Voilà. Alors, si on doit se mettre dans la perspective de ce que
on doit se mettre ensemble au niveau de l'opposition pour aller à la présidentielle de 2026 et que les discours sont divergents. Donc, admettez qu'on dise que c'est une plaie à soigner d'abord. Et ça, c'est une grosse faiblesse pour l'opposition, à mon avis. Si ça continue comme ça, ça va, parce que la FCBE va développer sa stratégie sur le terrain, le reste du groupe va développer également sa stratégie sur le terrain. Donc, ça va être un problème. Qui ne veut pas avoir de candidats dans le duo? MPL vous dira que j'ai fait tous les combats avec eux. Il faut que tout au moins la vice-présidence me revienne. NFS de Avoynon. NFN, pardon, de Avoynon et le parti de NGS ou de Grande Solidarité GSR, pardon, je ne maîtrise pas trop. Et donc, voilà ce à quoi votre réforme, leur réforme du système partisan nous a amené. Des partis politiques dont à peine on connaît les noms. Pourtant, les journalistes, analystes politiques tous les jours. Peut-être parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment. Ils font quoi? Ils viennent sur Actu Matin une fois l'an. Quand ils acceptent de venir, ils n'ont même pas de quoi faire des activités de quartier pour médiatiser dans le groupe. Ils prennent des subventions de... Non, ils n'ont pas d'élus. C'est micro... Excusez-moi, la réforme n'a pas pu enlever les micro-partis. Il y en a encore. Ces micro-partis à côté des gros paniers à crabes, ils existent, pas de nom. Et je crois que là-dessus, les gens ont atteint leur objectif. Ils voulaient voir clair et mettre deux ou trois partis au cœur de l'activité politique. Je crois qu'ils l'ont réussi. Et l'activité politique se résume à pas ministre conseiller qui peut venir dans les temps, de poisson par moment. Ça se résume à UP le Renouveau, Bloc républicain, les démocrates. Objectif atteint pour ceux qui en vérité, je pense que ça va être une grosse équation à résoudre. Et moi, je veux bien voir l'alchimie qu'ils vont utiliser, la thérapie qu'ils vont utiliser pour taire les divergences. Parce que Boni Yayi, à la tête des démocrates, disons chef de file de l'opposition en griffe, pas aujourd'hui. De fait. Bon, en fait, de fait. Parce que... Après, on nous dira après que le décret a été signé. Donc, Boni Yayi aussi va peser de son poids dans le choix. Et je sais que, connaissant l'homme, peut-être qu'au dernier moment, ses avis ne vont pas plaire. En tout cas, c'est la même difficulté qui va se poser au niveau de l'opposition, à mon avis. Peut-on vraiment citer des têtes d'affiche ou des têtes possibles au niveau de l'opposition? Je veux dire, toutes tendances confondues. Hein. C'est vrai que déjà par le passé, on devrait respecter un certain Paul Rompouet, qui a quand même été déjà candidat à une présidentielle par le passé. Mais à part lui, Eric? À part lui, qui d'autre on peut choisir? Tout compte fait, je pense que, étant tous des militants au niveau de ces formations politiques, ils ont le droit de prétendre être candidats. Tout au moins, sur comment ça va se passer au niveau du choix, ça va pas être un exercice facile, justement. Ils doivent pouvoir trouver la formule de trouver un équilibre et permettre aux formations politiques de se sentir concernés. Mais toujours est-il que nous savons que tout va se jouer vraiment du côté des démocrates, parce que c'est la plus grande formation politique de l'opposition en termes de rapport de force par rapport aux autres, parce que après il faut pouvoir poser la question, qu'est-ce que vous apportez justement? Le tout ne suffit pas d'être parti politique de l'opposition. Quel est votre poids, quelle est votre force de frappe, parce que c'est tout ça qu'il faut considérer pour que le candidat soit véritablement choisi, et espérer que les autres qui peut-être ne pourront pas donner véritablement un candidat en leur sein puissent avoir l'humilité aussi d'accepter et de se dire que bon, nous travaillons pour une même cause. Après, on peut voir une fois qu'on aura la victoire et comment gérer le pays. Ça va pas être un exercice facile. Il faut vraiment que entre leaders de l'opposition, ils puissent se concéder certaines choses pour que le choix soit véritablement fait. Après, je pense que du côté des démocrates ou du côté du parti FCBE, nous avons des leaders, nous avons des têtes d'affiche. Voilà, et chacun... vous n'en citez pas, hein? Moi, j'ai quand même donné... Moi, j'ai quelques noms. Oui, Nourini Achade, Eric Roundete, Chabi Yayi. Qui peuvent faire des duos. Oui, qui peuvent faire des duos. Et en interne, ça s'entend, on apprend des choses. Il y a des gens qui se démettent déjà pour avoir les moyens et qui rassemblent les moyens pour... Maintenant, est-ce que ça va être
C'est quoi les moyens? C'est le parti qui va financer, non pas les individus. Détrompez-vous. Si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux, vous n'avez pas un petit... un pilier en termes de finances, vous n'allez pas dans un parti politique, vous ne pouvez pas... Est-ce qu'à cette allure, on n'est pas en train d'aller vers l'option où c'est les démocrates qui choisissent pour toute l'opposition? C'est évident, ils ont 28 députés, ils ont le parrainage. Et aujourd'hui, l'exclusion, bonjour à Adrien Ngwedji, l'exclusion manifeste en matière électorale aujourd'hui. Est-ce qu'il vous suit? C'est bon, je pense à lui en parlant d'exclusion. On lui fera le point. Parce que c'est ça qui lui a coûté les douches écossaises de ces derniers. Et ça continue, hein? Ça continue le lynchage. La presse ce matin. Bon, bref, chacun récolte ce qu'il sème aussi par endroit. Donc, ils mettront... en fait, ils ont la farine, ils ont l'eau, ils ont la casserole, donc ils ont la pâte en fait. Donc, quoi qu'on dise... il faut que quelqu'un allume le feu. Et si FCBE ne vient pas avec le feu, par exemple... Quel feu? Les deux feux, mais que vous aviez cités par exemple aussi. Ça peut renforcer justement... Renforcer. Mais sans FCBE, LD peut avoir... Bon, si le code électoral ne nous montrait pas autre chose, ou si le juge constitutionnel n'inventait pas un certificat de conformité comme en 2019, où il n'y avait pas les fautes mineures et majeures à la Sénat. Maintenant, en l'état, FCBE et les démocrates est le seul parti qui tout seul peut partir. Donc, si seul je peux y aller, ça va être une bonne option et que je vous donne ma poitrine ensuite pour venir, c'est que je monte les enchères. Donc je vous dis, ne soyez pas étonnés que ça pèse beaucoup et qu'ensuite, s'ils font bloc ensemble, alliance de gouvernance ou tout ce que le code électoral prévoit là, que les autres aient de grands postes, soit à l'Assemblée ou dans les communes, qu'on s'entende. Maintenant, les présidentiables anciens peuvent revenir. Djivor, qui était aux côtés de Madougou, Daniel Eda, qui a eu des appétits en 2016. Il n'est pas démocrate, mais si l'opposition fait bloc ensemble, il est aujourd'hui du cadre de concertation avec eux. Pour avoir eu des appétits 10 ans plus tôt, il peut revoir ses appétits, lui revenir. Il y a, comment on appelle, vous avez cité des noms, Eric Koundété, Nourénou Tchadé, voilà, des présidentiables aussi, mais qui, eux, n'ont pas eu l'expérience de... qu'ils aillent chercher Kémy Séba pour faire neutre. Oui, justement. Est-ce que ça va être la meilleure option, selon vous, que LD, plutôt que de se déchirer à l'interne, choisisse carrément, je dois dire, un cheval gagnant hors parti? Et là, ça va être... d'une manière ou d'une autre aussi l'échec de la réforme du système partisan qui visait à ce que, ma foi, les partis politiques proposent en tout cas ou désignent des gens en leur sein pour être candidats. Je disais que, à moins qu'on aille chercher un certain Kémy Séba, qui n'a pas véritablement milité au sein des partis politiques au Bénin. Mais on connaît sa position par rapport à la gouvernance talent. Oui, sa position, c'est sa position en tant que Kémy Séba. Oui. Ce n'est pas la position forcément d'un militant du parti d'opposition. Oui. Alors, à moins qu'on aille le chercher, sinon en interne, il y a beaucoup d'appétit, il y a beaucoup d'ambition par rapport à la présidentielle de 2026. Si on ne le fait pas ainsi, soyez sûr et certain que la guerre va se faire, le débat sera houleux et les gens vont s'affronter. Et ça là, c'est clair, autant la mouvance a ses problèmes, autant l'opposition en a. Et donc celui qui va finalement peut-être siffler la fin de la récréation, qui ne sera peut-être pas, dont la solution ne sera pas la meilleure, c'est Boni Yahi, et ça peut entraîner... J'espère qu'il va pas être inspiré comme en 2016, sinon ça va être la catastrophe. Et il peut gouverner cette manière de faire, mais ça ne va pas le quitter. Kémy Séba pour gouverner les Béninois de Facebook et des réseaux sociaux? Non, faisons des débats. Moi, on parle de notre avenir après 2026. Je ne minimise pas l'homme, je sais qu'il est d'une très grande culture, d'un activisme et d'idéologie vraiment poussée, mais franchement, je ne sais pas si c'est ce dont nous avons besoin. Je ne choisis pas aux Béninois ce dont ils ont besoin. Encore que celui qui amènera la farine en 2026 se fera coopter par un parti politique. Même les partis de la mouvance, ne soyez pas étonnés que ce soit quelqu'un, et c'est là que je finis, que ce soit quelqu'un qui n'est pas un fin politique, qui soit porté, parce que tant qu'il y a possibilité d'accord de gouvernance, c'est qu'il y a un parti qui peut porter un candidat qui n'est pas membre de son parti. Et s'il n'est pas membre d'un parti, c'est que dans l'autre parti, il peut être juste, on peut lui trouver finalement des allures de membres fondateurs depuis 2018 ou depuis 2019, vous n'aurez rien à dire à propos. Je crains que si c'est accoucher d'un fin politique pour gouverner le Bénin en 2026, ça ne va pas tout de suite arriver parce que la réalité n'a pas changé. La réforme, elle est vieille de 7 ans,
mais la mayonnaise ne prend pas encore. Regardez le poids de talon dans la décision pour sa succession. Regardez la disparition des partis politiques dans le débat politique. Ils n'ont pas les armes. Même l'opposition s'est alliée étonnamment à cet agenda de il faut attendre les derniers moments. Donc rassurez-vous, qui aura l'argent pour sa campagne, qui aura l'argent pour huiler la machine, qui aura de quoi rallier les gens pour faire front contre talon, sera candidat de l'opposition. N'espérez pas. S'il est politique fin et qu'il ne sait que rallier il ne sait que les foules, comment le verbe m'échappe, haranguer les foules, ben écoutez, qu'il n'a pas la farine, les gens vont décider de la propriété de la pâte pour lui. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Je n'ai pas entendu Eric sur à l'interne ou à l'externe. Non, je pense que ça va être compliqué pour eux d'expliquer à leurs militants qui n'ont pas pu trouver un leader en leur sein au point d'aller chercher, n'est-ce pas, une autre personne. Et puisque les appétits ne manquent pas, Franck l'a relevé, les proches collaborateurs de Yahya ne vont pas lui pardonner parce que après ce qu'on a vu en 2016 où voilà, ça s'est passé de cette façon, ils n'ont pas toujours dit en 2016, voilà. Donc ils n'ont pas dû oublier cela. Même en 2021, on avait annoncé un certain Moïse Kérékou. Voilà, après ça a changé et tout ça. Donc et ça les a beaucoup fragilisés puisque c'était pratiquement la dernière minute que ces débats se menaient. On avait le sentiment qu'ils étaient un peu divisés. Je pense qu'ils vont éviter tout ça pour vraiment donner l'impression à leurs militants qui sont des leaders et qui sont en mesure vraiment d'être candidats. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Derrière moi, la revue de presse. Et janvier Yahweh ou Samel. Mesdames et messieurs,